Alors, je vais faire un focus un peu sur l'analgésie mammaire, vraiment en 2019, comme le disait Luc, parce que je ne vais pas vous réapprendre à faire des blocs et tout ce qu'on connaît historiquement. Alors, c'est un peu complexe, comme on l'a vu précédemment. Euh, mais quand on parle de chirurgie mammaire, on parle finalement de chirurgie extrêmement vaste. Entre la biopsie exérèse du sein et la reconstruction majeure, il y a un pan de la chirurgie. Et pourtant, ça rentre dans le cadre de la chirurgie mammaire. Après, il y a les patients, il y a des patients différents. Il y a des patients, je ne vais pas forcément faire le même bloc à un patient BPCO sévère qui risque d'avoir des complications d'un bloc, alors qu'un autre patient n'aura pas ces problèmes-là. Et enfin, ça va dépendre vraiment des pratiques de chacun. Moi, je viens d'un centre expert où on fait énormément de chirurgie mammaire. Les pratiques seront peut-être différentes dans un centre plus régional où ils font une 20-30 chirurgies mammaires par an. J'ai mis une première diapositive là pour finalement éviter cette question-là et éviter qu'il y ait un chat qui déborde là sur... J'entends régulièrement, on propose de la régionale mammaire par rapport au risque de récidive cancéreuse. Non, en 2019, on n'a pas assez de données pour dire il faut ou il ne faut pas. Voilà, cette revue dans RAPME 2017 le montrait bien. C'est des études de basse catégorie et on n'a pas assez de data pour conclure. Donc si vous proposez de l'analgésie locorégionale, proposez-le pour l'analgésie et pas pour une éventuelle récidive néoplasique. Alors quels sont les buts de faire une régionale en analgésie mammaire? Alors déjà, c'est de diminuer la douleur aiguë. C'est un de nos buts principaux. Ensuite, de diminuer la douleur chronique, qui est un peu la conséquence. Et je l'ai bien vu à Montréal, puisque les anesthésistes s'occupaient de la douleur chronique. Hein. Les anesthésistes au Canada font quasiment les deux. Hein. Ensuite, l'objectif, c'est aussi de diminuer la durée de séjour. De diminuer la durée de séjour parce que on tend vers de la chirurgie d'un jour, on tend vers de la chirurgie d'ambulatoire. Et comme on les voit ici sur cette diapositive-là, sur des scores de qualité de récupération, hein, on le voit ici, en l'occurrence c'est le bloc paravertébral. Hein, à la sortie de l'hôpital, le groupe bloc paravertébral était meilleur en qualité de récupération que le groupe contrôle. Et à 2 jours de la chirurgie, c'était également le cas. Donc on voit que cette analgésie locorégionale permet finalement de faire beaucoup de choses, de traiter la douleur aiguë, de traiter potentiellement la douleur chronique, hein, qui est parfois un peu plus difficile. Là, on le voit sur ce papier de Karmakar. On a l'impression que dans douleur chronique, que l'incidence ne change pas forcément trop. Les patients qui sont douloureux seront douloureux de toute façon. Il y a peut-être des prédispositions ou autres. C'est un peu compliqué, il y a des questionnaires pour ça. Mais en tout cas, les patients qui ont une régionale sont moins douloureux que ceux qui n'en ont pas. Hein, ça ne change pas grand-chose sur l'incidence, mais les patients ont moins de douleurs chroniques. Voilà. Ça, c'est vraiment la diapositive qui est extrêmement importante. Et si vous avez un seul papier à retirer, à aller rechercher, c'est celui-ci, de toute ma présentation. Ça regroupe vraiment tout et c'est une revue qui a été faite par une équipe nord-américaine en 2017 sur tous les différents types de blocs et l'analgésie sur la chirurgie mammaire. Donc on voit cette grosse partie-là que parlait Davy avant, c'est toute la partie donc, cutanée et sous-cutanée, hein, et à côté toute la partie finalement des muscles, d'innervation musculaire, hein, avec une origine plutôt cervicale qui va arriver au niveau du sein. Et donc on voit finalement différents types de chirurgie ici entre la mastectomie partielle et la mastectomie totale, qui est complètement différente, et des zones axillaires, hein, n'auront pas du tout la même chose et une même analgésie, que ce soit au niveau paravertébral, au niveau des pex blocs, au niveau du serratus. On voit l'analgésie est complètement différente en fonction d'où vous êtes. Alors ici, on va parler du bloc paravertébral, on va parler des différents blocs, plutôt des focus de 2019. Le paravertébral, là, on a une analgésie vraiment métamérique, hein, sur les différentes branches du sein, la partie antérieure, la partie latérale du sein, la partie médiale du sein. Le territoire axillaire qui est également pris par le bloc paravertébral, on a une analgésie complète du côté du sein. Par contre, on n'a pas toutes les branches cervicales qui arrivent sur le côté. On le voit ici, hein, dans cette diapositive-là. Et il y a d'autres choses, il y a d'autres parties. Hein. La partie supraclaviculaire, on ne l'a pas. La partie des nerfs pectoraux, on ne les a pas non plus.
L'évolution qu'il y a eu finalement, c'est que le paravertébral, c'est un bloc très ancien, très historique, qui a plus de 100 ans. On était parti sur tous les étages, du every level. Avec l'échographe, on est arrivé sur du single level. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas parfait. On le voit ici dans le papier de Marhofer à gauche, là, que sur des patients numérotés de 1 à 10, c'était des volontaires sains. Eh ben, la diffusion n'était pas forcément la même, n'était pas forcément aussi bonne sur certains patients que sur d'autres. Et donc on s'est rendu compte que le multi-level était probablement mieux que le single level. Voilà. Donc là, par contre, on voit donc qu'il y a d'autres parties qui peuvent être innervée, c'est-à-dire toute la partie qui est analgésiée par les PEX blocs. Donc le PEX 2 ici à cette partie-là. Le PEX 1, on va voir avec un papier qui est sorti récemment qui pose des grosses interrogations. Et donc toute la partie latérale par le PEX 2. Donc on voit que ces blocs-là couvrent d'autres parties, mais pas forcément toutes les parties. Ici, on le voit sur cette pièce anatomique, toute la partie du nerf supraclaviculaire qui descend à la partie supérieure du sein, elle ne sera pas innervée par un PEX 2. Et toute la partie, alors là, antérieure, ne sera pas également analgésiée par un PEX 2. Hein. Toute cette partie-là va être pas comprise dans le bloc PEX 2. Alors, si jamais on n'arrive pas à endormir toute la partie médiane, c'est pas très grave en soi. Si vous n'êtes pas habilité à faire des blocs paravertébraux parce que vous n'avez pas l'habitude, eh ben c'est pas grave. Vous faites un PEX 2 et puis vous complétez votre bloc. Vous complétez par une injection qui est beaucoup plus médiane, qui se situe sous le muscle pectoral au niveau de la 4e côte. Hein, R, c'est les côtes. Et voilà. Donc là, il y a un autre bloc qui analgésie toute la partie médiale du sein. Donc c'est pas grave. Si vous n'avez pas réussi à tout, vous complétez votre bloc. Voilà. Là, une équipe franco-canadienne s'est posé la question sur l'intérêt du PEX 1, l'intérêt de cette injection au-dessus des muscles pectoraux. Est-ce que vraiment il faut faire cette injection ou pas? Alors, ils se sont rendus compte que finalement, il n'y avait pas de différence significative sur la douleur. L'utilité de ce PEX 1 n'était pas très importante. Par contre, comme on voit ici, et c'est vraiment le défaut de beaucoup d'études en analgésie mammaire, c'est qu'on mélange un peu tout. On mélange la chirurgie mineure, on mélange la chirurgie majeure, hein, et quand on mélange un peu tout, eh ben, ça sort NS. Si par contre, on prend juste, en analyse en sous-groupe, les patients de chirurgie majeure, là, probablement que le PEX 1 aurait un intérêt. Hein. Et quand on reprend le papier du RAPM qui fait la revue de toute l'analgésie mammaire, eh ben, on voit finalement que dans la mastectomie totale avec curage axillaire, le bloc paravertébral n'a pas cette partie-là que couvrent les PEX et que couvre le PEX 1. Donc, probablement, et ça va dans la continuité du papier que je viens de montrer, eh ben, pour faire de l'analgésie correcte en mastectomie totale, il faut probablement combiner le paravertébral et le PEX 1. Voilà. Les serratus, hein, donc là, le serratus, on est une analgésie un peu plus latérale, mais finalement qui correspond à l'innervation, à l'espace profond du PEX 2. Hein. On est vraiment un espace qui est continu. Et la vraie question qui se pose actuellement, là, en 2019, sur le serratus, c'est savoir si on fait une injection. Donc j'ai repris la même diapositive de Davy, là, je la grossis. Est-ce qu'on va faire une injection alors au-dessus du serratus, hein, entre latissimus dorsi, entre le grand dorsal et le serratus, ou alors en dessous du serratus? C'est une question qui, pour le moment, on ne peut pas trop savoir. Voilà donc l'injection qui se fait entre le serratus et le latissimus dorsi, et le grand dorsal, ou l'injection entre la côte et le serratus. Ici, eh ben, les papiers de 2018 montrent que on ne peut pas savoir. Mais par contre, dans ces papiers-là, pareil, ils mélangent un peu toute la chirurgie mammaire, hein, la mastectomie totale, la mastectomie partielle. Donc on peut difficilement conclure. Et moi, je dirais, il faut quand même savoir les deux techniques. Est-ce qu'il vaut mieux injecter au-dessus du serratus ou en dessous du serratus? Faites-le un petit peu comme vous faites votre pratique. C'est-à-dire que si vos chirurgiens sont gênés par l'infiltration de l'anesthésique locale au niveau axillaire, eh ben faites-le sous le serratus. Si vous craignez de faire un pneumothorax parce que vous passez sous le serratus et vous êtes proche de la plèvre, eh ben dans ce cas-là, faites-le au-dessus du serratus. Voilà. Ma dernière diapositive, c'est celle-ci, hein, qui finalement est la plus importante, qui montre le regroupement de tous les blocs du sein en une seule diapositive. Et c'est vraiment le papier qu'il faut avoir actuellement en 2019.